Peindre comme le fait un nuage, juste après l'orage, entre terre et ciel, à l'apogée de l'arc-en-ciel. Peindre comme on peint un nuage lourd quand il est bousculé par le vent et qu'il engendre des images éphémères. Ou peindre les phosphènes, les yeux clos, et là, voir l'alchimie de la lumière, mouvante, et faire éclater des formes simples, en mouvement chantant, ainsi ces louanges du spectre solaire. Enfin, peindre comme le fait un peintre tout simplement, quand il recule pour mieux voir. Jean-Pierre Le Gouelch est né en 1940 en Bretagne, dans une famille bourgeoise, un père militaire, une mère comme il faut. Assez vite, il va aller s'installer à Toulon, qui est aussi un autre port militaire, Brest-Toulon. Et c'est à Toulon que va lui prendre le goût de la peinture. De sa jeunesse, une très bonne éducation, le voilà à sa communion par exemple, il en garde des souvenirs très morcelés. Il a envie, à l'image d'un père qui va vite disparaître, devenir militaire, alors il s'engage à une école préparatoire. Là, le voilà enfant de troupe à Aix-en-Provence. Il y reste 2 ans et très vite, ça va pas aller. Les militaires, c'est pas pour lui et il fugue. Il fugue avec dans son sac déjà un carton, des pastels et de la peinture. Il veut être peintre. À Toulon, il rencontre quelques artistes, il y a Baboulène, Pianfetti, des peintres provençaux qui ont une palette chargée, une peinture grasse, qui aiment beaucoup entre eux parler, refaire le monde de l'art. Il y a une sorte de bohème qui existera à Toulon, qu'il va fréquenter. Très vite cependant, à partir au début des années 60, en 1961, avec sa jeune amie qui rêve d'être comédienne et qui s'appelle Mireille d'Arc, eh bien ensemble, ils partent à Paris. Lui, pour tenter sa carrière dans le monde de l'art, elle, pour devenir comédienne. Les voilà d'ailleurs en 1964 avec Joe Franchi, qui est un ami photographe et cinéaste avec qui il réalisera plus tard des films. À Paris, il rencontre un critique important qui s'appelle Pierre Guéguen, qui le prend un petit peu comme secrétaire. Enfin, il est tâche ménagère, aller chercher le pain, c'est pas de l'artistique. Mais en tous les cas, à la faveur de ce petit boulot de coursier, il va rencontrer Poliakov et il va finalement pénétrer pour de vrai le monde de l'art. Il se marie, il a une fille. Peu à peu, les choses commencent à fonctionner pour lui. Sa peinture est, comme celle qui est dans l'exposition, est très marquée par la matière. Ça vient de sa Provence, ça vient de la Provence d'une part, et ça vient aussi de sa rencontre avec Poliakov, avec ces peintres qui aiment passer au couteau, bien briquer le tableau pour qu'il soit très structuré. Ces dessins aussi témoignent de cette grande esprit de structure dont on pourrait se dire que l'esprit de Braque transparaît un peu. Voilà, il fait des expos, là on le voit en 1964 à la Galerie des Arts où il a une première exposition personnelle, il a 24 ans. Tout va à peu près bien pour lui quand tout à coup, à partir de ses dessins en découvrant ce qu'est l'art contemporain, il se dit que c'est plus là que ça se passe. C'est plus en regardant la nature, c'est plus en regardant l'homme. Et il va mettre au point un concept qu'il appellera la maladie du second degré. Il dit le monde existe plus à travers ses représentations qu'à travers le monde réel. Et il se souvient, pour lui-même, et beaucoup de peintres vous diront que c'est aussi pour eux le cas, les grands tableaux, avant de les voir en vrai, d'ailleurs les a-t-il tous vus en vrai, avant de les voir en vrai, il les a vus en reproduction. Et c'est ces reproductions, souvent pas très bien imprimées, qui lui ont donné le goût de la peinture. Et tout à coup, il dit que finalement le monde, c'est pas cette relation avec les choses directes, mais une relation avec les images
de ces choses. Tout à coup, une vision complètement indirecte du monde. Et alors il se dit, plutôt que de regarder autour de moi, de demander à une femme de se déshabiller, d'aller dans la nature, il ouvre les magazines, il feuillette les magazines et il pille, réellement il pille Paris Match, Point de vue, Image du Monde, il pille les images qu'il va trouver dans les magazines et ce qu'il en fait, c'est des collages. Il découpe une silhouette ici, qu'il agence avec un paysage là-bas. Il va s'intéresser au monde mécanique, qu'il définit comme une critique de la société contemporaine. Il utilise beaucoup de voitures. C'est des voitures qu'il met souvent à l'envers, comme pour en contredire la vitesse. Et il conduit de 1963 jusqu'à 1970 un univers extrêmement structuré par cette vision du collage, par cette vision indirecte du monde à travers des images prises dans la presse, ce qu'il appelle donc la maladie du second degré. Il est malade du second degré, un peu aussi comme toute une époque. Et il va même aller plus loin dans ce second degré, c'est qu'il ne va plus vouloir peindre, il ne va plus vouloir que sa main, à travers le pinceau, touche la toile. Et c'est Clasen, d'ailleurs, en 1964, qui lui offre un aérographe dont il n'a plus l'usage. Et il avait déjà commencé à peindre à la bombe. Et il va se servir de cet aérographe pour réaliser des tableaux qu'il va constituer de cette manière. Le collage, qui était une découpe et un assemblage, le conduit à construire des pochoirs, qui sont des découpes, et à travers ces découpes, il va agencer la couleur qui est à distance de sa main, puisqu'il peint avec un jet de peinture. Et même pire, pour évoquer cette maladie et ce second degré, il ne voit pas ce qu'il fait, puisque le cache lui interdit de voir une grande partie de la toile. Il va vraiment travailler un peu comme le fait le photographe, avec des effets négatifs et positifs. Son travail est très lent, il s'agit de dessiner le motif, il s'agit ensuite de découper le motif pour avoir le pochoir, enfin il s'agit de peindre. Parfois, il y a bien plus qu'un pochoir par tableau, pas parfois, tout le temps. Les premiers tableaux ont effectivement un pochoir jusqu'à 1965, et puis après, très vite, ça se complique, et il va jusqu'à 7 ou 8 pochoirs, c'est-à-dire, là encore, de bien comprendre qu'il ne voit pas ce qu'il peint. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est vraiment fondamental, dès lors qu'on a cette maladie du second degré, c'est que ce qu'on doit produire et qui n'est que pictural, doit être l'effet d'une intuition extrêmement profonde et forte, qu'il cultive parfois avec de l'alcool, parfois avec une vie un peu dissipée. Donc voilà ce qui fait la caractéristique de Le Boulch et qui produit des tableaux tout à fait merveilleux, qui sont comme des dentelles, dont l'image apparaît comme au travers d'une dentelle. Et ça, c'est sa caractéristique. C'est ce qui fait qu'il est, dès 1971, dans la grande expo hyperréalisme et nouveau réalisme européen qui tourne un peu partout dans le monde, qu'il va montrer à Grenoble en 1974 sous le titre de l'emploi de la peinture, une très grande exposition où il démontre son procédé, et on sent qu'il y a chez lui une volonté très affirmée de défendre une idée de la peinture qui est certes ancrée dans le réalisme, mais qui, du point de vue de la picturalité, échappe à tout ce qu'on a vu. Si on le rattache à Monory, Monory peint comme au 19e siècle. Le Boulch peint comme les jeunes aujourd'hui ont envie de peindre, avec ce même procédé de cache, avec ce même procédé de mise à distance du geste par rapport au support, et cette même destruction de l'image par des jeux de lumière. Sa peinture lui vaut un réel succès. Il est présent dans de très nombreuses galeries
et Jean-Jacques Lavey, qui est le commissaire de la Biennale de Venise en 1978, l'invite à représenter la France, où il montre seulement 4 très grands tableaux de 2 mètres sur 2, qui sont des portraits de l'actrice Aurore Clément, dans un espèce de champ de blé. Et à la faveur de ça, il va réaliser une exposition qui sera présentée à l'Arc, où il montre, puisqu'il a fait avec Aurore Clément un film, il montre, ce film se termine par 4 secondes, comme d'un dessin animé, c'est-à-dire où tout à coup la peinture s'anime, qu'il appelle seconde. Il montre les 4, j'ai dit 4, donc c'est 5 dernières secondes du film, qui sont des tableaux qui font 10 mètres de long. C'est dire qu'il a l'énergie pour aborder des choses immenses. Au début des années 80, il se demande qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces dentelles, ces caches très colorées qu'il a utilisées pour sa peinture, et il se dit je vais les recycler dans des collages. Et il réalise d'immenses collages qui sont présentés au Centre national d'art contemporain. Le ministère en achète un, et Jacques Lang va en avoir un pendant presque 3 ans sur le mur, un des grands murs de son bureau. Ces collages rappellent à la fois le travail qu'il réalisait 15 ans auparavant, tandis qu'il récupérait des pages de journaux, mais cette fois ce sont les propres scories de son travail, la propre mémoire de son travail qu'il utilise pour en faire un nouveau. Là encore, maladie du second degré, ce qui devient le modèle de son œuvre et des éléments même de celle-ci. 1981, 1982, j'organise une très grande exposition à la Maison des Arts de Créteil. Il a à nouveau une exposition au musée de Toulon. Il a une grande exposition en Allemagne. Tout roule pour lui jusqu'à ce que ça se gâte. Il devient malade d'une maladie dont on ne saura jamais vraiment ce qu'elle sera, mais qui l'empêche de travailler. Il vit d'une manière assez pénible, il ne peut plus peindre, il ne peut pour vivre que continuer ses collages qu'il fait avec parcimonie, auxquels il rajoutera des pages de magazines, là encore, mais qu'il ne découpera pas, qu'il massacrera avec du trichloréthylène. Il collait, parfois ces tableaux ont des dizaines d'épaisseurs de papier journaux, souvent des revues un peu légères, qu'il colle, et dont il détruit l'image avec du trichloréthylène. Et en détruisant l'image, c'est aussi lui qu'il détruit, car le trichloréthylène, c'est à la fois une drogue et un poison, et c'est ce poison qui va l'emmener. Au dernier moment de sa vie, il va reprendre ses tableaux, parfois il va massacrer des œuvres qu'il aura faites en les recouvrant d'autres choses, toujours avec une lucidité un peu terrible sur lui-même, et voilà un peu comment cet homme qui était jusqu'au début des années 80 au sommet d'une gloire qui s'annonçait, va chuter, et sa chute va durer 20 ans, accompagné par Evelyne qui saura vraiment être auprès de lui, vivant aussi le monde de l'argent, le système de l'art comme quelque chose qui le blesse. Et il aura d'ailleurs cette phrase lucide et terrible en disant « Je ne m'adresse pas aux aveugles, excusez-moi si mon public est restreint ».